Shu, un orphelin malheureux et mal aimé, abandonné par sa mère et harcelé par tous. Mais tout bascule quand il découvre un système de triche qui transforme la peur de ses ennemis en puissance. Il l'utilise pour monter en niveau, devenir le plus fort et se venger. L'histoire débute il y a 18 ans. La mère du petit Shu, prudente, traverse des rues sombres et pluvieuses. Elle aperçoit un orphelinat et s'y réfugie. La directrice la trouve sur le perron, perplexe, mais la femme lui confie Shu avec un pendentif spirituel et part acheter du lait. Des années plus tard, Shu grandit, constamment harcelé à l'orphelinat. Un jour, une autre orpheline, Xiaoyu, remarque la situation, la signale et le sauve. Dès lors, Shu et Xiaoyu deviennent inséparables. Quand Shu atteint l'âge adulte, il adopte officiellement Xiaoyu comme sa sœur adoptive. Leur vie retrouve enfin un semblant de normalité, jusqu'au jour où, lors d'une promenade à un festival avec Xiaoyu, Shu surprend un couple parler de gens qui développent d'étranges super-pouvoirs, un sujet qu'il se souvient avoir entendu aux infos. Mais avant qu'il n'y réfléchisse davantage, Xiaoyu aperçoit un magicien du feu qui lance des flammes à main nue et l'entraîne voir le spectacle. Arrivé là, Shu reçoit un jet de feu en plein visage. Juste avant d'être brûlé, le temps ralentit et il se retrouve soudain dans une dimension alternative. Grâce au pendentif spirituel de sa mère, il sort rapidement de sa transe, complètement désorienté. En continuant d'observer, Shu est fasciné par l'habileté du magicien et cherche son accessoire caché. Ne trouvant rien, il commence à se demander si le magicien n'aurait pas des super pouvoirs. Pour confirmer ses soupçons, lui et Xiaoyu se faufilent en coulisses après le spectacle. Mais en arrivant, il découvre le magicien encerclé par 4 mystérieux hommes en noir. Effrayé, il se précipite pour se cacher, mais le chef du groupe, Fei, tire soudain une fléchette tranquillisante dans le cou du magicien, alors qu'il déplace le corps et Xiaoyu émet un son qui alerte les hommes et le cœur de Shu fait un bond. Pour éviter de se faire tirer dessus, il dit nerveusement à Fei qu'ils se sont perdus en cherchant les toilettes. Fei sait qu'il ment effrontément, mais comme il ne veut pas d'ennuis supplémentaires, il les laisse partir et continue d'enlever le magicien comme si c'était une journée ordinaire. Sur le chemin du retour, Shu réalise qu'il avait raison, le magicien a bien des super pouvoirs. Il passe la soirée à se demander comment tout cela est possible. Plus tard dans la nuit, constatant qu'ils n'ont plus de nourriture, il se rend à l'épicerie du coin. En chemin, perdu dans ses pensées, il est percuté par un camion et se retrouve gisant dans une mare de son propre sang. Au seuil de la mort, un écran de système apparaît soudain, faisant craquer le pendentif spirituel de sa mère qui libère toute son énergie spirituelle dans son corps et le ranime. Après, Shu se relève tel un fantôme de Tsushima et exige que le chauffeur du camion le dédommage ou qu'il subisse la colère de toutes les âmes qu'il a isekai'd par le passé. Le chauffeur se fait dessus, mais alors qu'il court vers son camion pour s'échapper, Shu remarque des fenêtres de statistiques de jeu apparaître sur lui et quelques passants terrifiés, mais il les ignore pour aller acheter sa nourriture. Rentré chez lui, le même écran de système réapparaît, mais cette fois, il affiche tous les points de statistiques qu'il a accumulés. Curieux, il explore les fonctions du système et comprend que ces points servent de monnaie pour acheter des améliorations et qu'on ne les gagne qu'en énervant ou en effrayant les gens. Excité, il dépense tout pour faire tourner la roue de la fortune du système et gagne un fruit stellaire ainsi qu'une comptine magique. Après avoir mangé le fruit, il récite le poème et est transporté dans une dimension alternative semblable à l'espace. Pourtant, quand il appelle Xiaoyu, elle lui répond comme s'il était dans la pièce d'à côté. Il décide donc de l'embêter, ce qui lui rapporte des points. Plus tard, Shu regarde les infos avec Xiaoyu qui annonce un incendie dans un centre commercial voisin. Soudain, il ressent une vague d'énergie négative autour de la maison. Curieux, il grimpe sur le toit pour s'assurer qu'ils ne sont pas en danger. Mais quand il voit Fei et son acolyte sauter de toit en toit comme des ninjas, il se cache vite pour ne pas être repéré. Avant que Shu ne réussisse à se dissimuler, Fei et son homme de main entendent le bruit qu'il fait et enquêtent jusqu'à le trouver. À ce moment-là, Shu avait déjà trouvé une boîte de radis sur le toit. Alors, quand Fei lui demande pourquoi il se la coule douce sur un toit en pleine nuit, Shu ment à nouveau, leur disant qu'il habite là et qu'il était monté cueillir les radis. Il le laisse partir car il ne représente aucune menace. Immédiatement, Shu retourne chez lui. Lui et Xiaoyu entendent quelqu'un tomber dans leur jardin enneigé. Ils se précipitent dehors pour vérifier et réalisent que cette personne n'est autre que le magicien du feu du festival. Shu soupçonne que l'homme, étant un magicien du feu, a pu échapper aux hommes en noir et causer l'incendie du centre commercial dont parlèrent les infos. Mais comme le type semble mort, il dit à Xiaoyu d'appeler les urgences pour qu'ils emmènent son corps à la morgue.
En entendant cela, le magicien qui faisait semblant d'être mort tressaille de dégoût. Shu, après avoir gagné quelques points négatifs pour l'avoir trollé, réalise que ce pauvre idiot ne fait que simuler. Sachant cela, il continue de troller l'homme pour accumuler plus de crédit social et de points d'aura négative. Cependant, à un moment donné, le magicien se réveille, joue la princesse Disney impuissante pour que Shu baisse sa garde, et tente à plusieurs reprises de le brûler de l'intérieur avec ses super pouvoirs de feu. Mais quand les pouvoirs éveillés de Shu bloquent ceux de l'idiot, l'empêchant de s'enflammer de l'intérieur, le magicien réalise sa bêtise. Il s'excuse, ce qui rapporte encore plus de points d'émotion négative à Shu et le laisse honteux. Ensuite, le duo rentre chez lui. Xiaoyu attrape un gros rhume tout en taquinant son grand frère idiot pour avoir éveillé des pouvoirs inutiles. À ce moment-là, son rhume ne semble pas grave, alors Shu ignore ses divagations pour gagner plus de points d'émotion négatives d'elle et retourne dans sa chambre explorer son système éveillé. Peu de temps après, il trouve la boutique du jeu, dépense quelques sous pour acheter un fruit céleste et le mange. En quelques secondes, sa conscience réapparaît sur sa carte céleste et Shu observe son énergie spirituelle fusionnée avec les orbes flottantes. Après la fusion, une vive douleur à la poitrine renvoie l'âme de Shu dans son corps physique. Shu, soupçonnant d'avoir éveillé la super force, le super pouvoir le plus bas, essaie de soulever son lit d'une main pour tester. Après avoir réussi, il se dit qu'il lui faut plus de points d'émotion négative pour monter de niveau plus vite. Pour ce faire, il retourne au salon, s'assied près de Xiaoyu et devient un guerrier du clavier sur Twitter pendant quelques minutes, trollant tout ce qui bouge. Pendant qu'il s'y adonne, le rhume de Xiaoyu empire. Elle le provoque en le traitant de pauvre qui ne peut pas se payer d'activités extrascolaires. Mais Shu lui sert un discours de leçon de vie qui la fait taire et il continue d'énerver des inconnus en ligne. Le lendemain matin, Shu installe un kiosque improvisé sur le trottoir pour vendre des œufs cuits et de la sauce aux passants, gagnant un peu d'argent avant d'aller à l'école. Peu après, Lou, le président de classe et son détracteur, arrivent avec ses acolytes et dénigrent Shu juste pour le provoquer. Shu l'ignore d'abord, mais quand il continue de jacasser, il le convainc d'acheter les 47 œufs fristants. Lou n'est pas du genre généreux, alors pour troller Shu encore plus, il sort sa carte de crédit Golden Express et lui dit de la scanner, sachant pertinemment qu'il n'a pas de scanner. Heureusement, avant que Shu ne se couvre de ridicule, la plus chic des badass de leur classe, Seo, arrive avec un « je te couvre mon pote » magistral et règle l'addition pour ce crétin. En croisant son regard, Shu sent instantanément une puissance spirituelle latente en elle, comme si elle cachait ses super pouvoirs. Mais juste au moment où il s'apprête à la remercier, elle disparaît. Quelques heures plus tard, en classe, Shu découvre les 6 rangs de classification des éveillés grâce à une vidéo internet et réalise vite qu'il est toujours au rang le plus bas, le rang F. Alors qu'il continue d'essayer de récolter plus de points d'émotion négative auprès de ses camarades, un autre élève arrive soudain et leur annonce qu'un de leurs camarades délinquants, Shi, qui vient de s'éveiller, essaie de jeter son professeur principal du toit. En entendant cela, Shu disparaît pour enquêter et suit 2 types louches jusqu'au toit où se trouve Shi. Arrivé là, Shu voit de nombreux élèves agglutinés autour de Shi et se creuse les méninges jusqu'à trouver un moyen de leur soutirer des points d'émotion négatives. Pendant que Shi continue de jacasser sur le fait qu'il est au-dessus des lois, vu son âge, Shu s'avance et lui débite un tas de lois bidons qui enverraient au moins des gens comme lui 6 pieds sous terre. Heureusement, Shi a l'intelligence d'un sandwich au jambon, alors il croit aux bêtises de Shu et lâche le professeur. Quant aux autres élèves, qui voient clair dans le jeu de Shu, ils le fixent tous choqués de voir que son baratin a fonctionné et lui rapportent involontairement 1000 points d'émotion négative supplémentaires. Après avoir désamorcé la situation, Shu retourne en classe et trouve 2 médecins du gouvernement prêts à prélever leur sang pour tester les capacités méta-humaines. Pour éviter la prise de sang, Shu tente de s'éclipser, mais un 3e médecin lui barre le chemin et le maintient jusqu'à ce qu'il prélève son sang. Après l'école, Shu rentre chez lui et découvre que Xiaoyu a essayé de laver ses vêtements à l'eau froide, aggravant sa fièvre. Pris de pitié, il lui donne un peu du fruit stellaire qu'il a acheté avec son système d'éveillé. Presque instantanément, la fièvre de Xiaoyu disparaît. Juste après avoir retrouvé ses forces, Xiaoyu continue de le taquiner comme d'habitude, mais Shu l'ignore et lui demande si elle aimerait s'éveiller si elle en avait l'occasion. Quand Xiaoyu répond oui, il promet de trouver un moyen de l'aider, puis la réprimande pour avoir abandonné ses devoirs, histoire de gagner plus de points d'émotion négative. Le lendemain, le professeur principal de Shu arrive avec Fei pour faire une annonce spéciale en classe. Dès que Shu aperçoit Fei avec son professeur, il exprime son choc en silence, mais écoute attentivement ce qu'il a à dire. Après les salutations d'usage, son professeur parle d'une classe spéciale, la classe Dao Yuan, organisée par le gouvernement, avec Fei comme enseignant pour former les nouveaux élèves éveillés à leurs super pouvoirs.
Ensuite, il appelle les noms des nouveaux éveillés de sa classe, mais au moment où lui et toute la classe découvrent que Shu s'est aussi éveillé, ils le fixent tous complètement sous le choc. Peu après, Fei s'en va et le professeur présente à la classe un bel élève transféré, un éveillé nommé Jiang. Après les présentations, Jiang prend place à côté de Shu, devenant son voisin de table. Mais tandis que le cours continue, Shu remarque la nervosité sur le visage du garçon et le troll à mort pour gagner quelques points d'émotion négative. À la tombée de la nuit, Shu retourne à l'école pour assister à son premier cours de Dao Yuan avec ses camarades éveillés, dont Jiang. Au début du cours, Fei apparaît et explique qu'il va enseigner la cultivation aux élèves. Cependant, juste au moment où il s'apprête à expliquer le concept, il aperçoit Shu assis au fond et lui demande aussitôt de définir ce qu'est un alliage sodium-potassium. Avec un cerveau qui tourne encore sous Windows Vista, Shu répond si bêtement que même Beetlejuice en aurait honte et toute la classe éclate de rire. Pour éviter d'autres distractions, Fei rappelle les élèves à l'ordre et explique que cet alliage, aussi appelé métal liquide, est ce que les médecins utilisent pour tester le sang humain à la recherche de traits d'éveil. Une fois mélangé au sang humain, l'alliage de métal liquide prend une teinte sombre, avec une nuance particulière. Plus la nuance est foncée, plus le rang de l'éveillé est élevé. Cela dit, Fei passe à la narration de l'origine des éveillés. Selon l'histoire, tout a commencé il y a quelques années, lorsque des scientifiques ont observé un grand nombre de positrons dans l'environnement. Malheureusement, avant qu'ils ne puissent contrôler la propagation, de nombreux humains avaient déjà absorbé certains de ces positrons et développé des techniques de cultivation uniques qui leur ont donné des super pouvoirs. Cela dit, Fei termine le cours. Shu rentre chez lui où il grignote des fruits stellaires pour supprimer son pouvoir spirituel et rester discret. Cependant, après avoir mangé quelques dizaines de fruits stellaires, il n'en a plus. Alors, pour trouver un substitut, il fait tourner la roue de la fortune et gagne un bol de tofu puant qu'il partage avec Xiaoyu. Après avoir mangé le tofu, Xiaoyu demande à Shu de lui acheter des crêpes et des fruits avec sa roue de la fortune. Dans les minutes qui suivent, Shu fait tourner la roue près de 50 fois, mais malheureusement, il ne tire que du tofu puant. Lors de son dernier tour, Shu tire soudain une autre comptine magique, mais juste au moment où il s'apprête à la lire, le corps de Xiaoyu absorbe le tout et son âme entière est transportée sur sa carte céleste intérieure. Craignant d'avoir fait une bêtise, Xiaoyu s'excuse, mais quand Shu l'exhorte à se calmer, elle continue d'explorer sa carte céleste jusqu'à éveiller ses super pouvoirs. Le lendemain matin, Shu se rend à son kiosque pour vendre tout le tofu puant acheté la veille. En chemin, il croise son voisin, monsieur Lee, qui manie son épée dans son jardin comme un enfant de la Gen Alpha. En le voyant, Lee lui propose de lui enseigner l'escrime, mais Shu l'ignore et s'en va. Peu après, il reprend sa vie et passe les jours suivants à vendre du tofu puant et des œufs, tout en gagnant des points d'émotion négative et en montant de niveau. Une nuit, Shu consomme encore un autre fruit céleste et retourne sur sa carte céleste intérieure. Là, le premier poème magique qu'il a récité au début se déclenche soudain. En quelques secondes, il fusionne le pouvoir spirituel du caractère chinois sur sa paume avec celui de la nébuleuse de l'âme, un nom fantaisiste pour l'orbe d'âme ou le centre de sa carte céleste, et crée sa première arme spirituelle, la dague spirituelle du chien cadavre. Le soir suivant, pendant l'un de ses cours de Dao Yuan, Shu aperçoit Fei utiliser un objet appelé pierre spirituelle pour entraîner un autre élève éveillé et demande à Jiang à quoi cela sert. Pendant que Jiang explique que c'est pour les aider à s'entraîner, Fei met fin à la démonstration, donne quelques instructions aux autres sur la façon de s'entraîner avec leurs pierres une fois rentré et termine brusquement le cours. Quand Shu rentre chez lui, il essaie l'exercice que son professeur lui a dit de faire avec son chien cadavre. Cependant, quand sa carte céleste devient violente, il réalise soudain que les enseignements de Fei ne peuvent pas l'aider. Il arrête donc l'entraînement et met fin à sa soirée. Le lendemain matin, à l'école, Shu raconte à Jiang sa terrible expérience d'entraînement avec la pierre spirituelle la nuit précédente et lui demande comment s'est passé le sien. Malheureusement, alors que Jiang raconte tout ce qu'il a appris, quelqu'un l'énerve. Il laisse donc Shu en plan et s'enfuit en pleurant. Moins occupé, Shu visite une salle de classe à moitié vide et trouve Li Yu participant à des matchs de bras de fer. Pour l'humilier, Li Yu défie Shu en match, mais Shu lui détruit les deux bras et le déshonore. Après le concours, Shu se détend à la cafétéria et taquine Liu et ses acolytes tout le temps, les traitant de perdants. Quand Jiang, son voisin de table à la cafétéria, lui demande pourquoi il s'acharne autant sur Liu et sa bande, il ment, lui disant que c'est parce que Liu et ses acolytes l'ont aidé à éveiller ses faibles pouvoirs. Heureusement pour lui, Jiang le croit et lui conseille de rapporter ses progrès à Fei pour obtenir plus de pierres spirituelles. Mais au lieu de cela, Shu interroge Jiang sur le passé de Fei.
Zhang lui dit que Fei vient d'une organisation appelée le Réseau Céleste, d'où la plupart d'entre eux s'éveillent également. Shu commence à soupçonner que quelque chose de sinistre se trame en coulisses. Plus tard cette nuit-là, Shu ressent une soudaine montée d'énergie négative autour de sa maison. Il arrête tout et jette un œil par sa fenêtre pour observer la situation. Bientôt, il aperçoit le chef du réseau céleste, Ting, et quelques-uns de ses gardes du corps se diriger vers l'entrée de Li. Ils se demandent ce qu'ils veulent à ce vieil homme. À l'entrée, Ting se présente et demande à être introduit dans la maison. Après que Li l'ait invité à entrer, le duo échange des politesses. Li lui sert du thé et Ting lui parle aussitôt d'une guerre qui se prépare dans la nation. Vu la force de Li en tant qu'individu, Ting l'exhorte à rejoindre le réseau céleste pour aider à arrêter la guerre. Mais comme la loi interdit strictement aux éveillés de haut rang de la Fondation Dorée, comme Li, de s'allier au camp adverse, le réseau céleste, Li refuse. À ce stade, Ting désespère, allant même jusqu'à soudoyer le vieil homme avec plus de thé au ginseng. Mais quand Li refuse toujours de le rejoindre, Ting abandonne et s'en va. Peu après, Shu soupçonne que Li, son vieux voisin périmé, pourrait en fait être lié au réseau céleste qui abrite certains des plus puissants cultivateurs et éveillés jamais connus. Le lendemain matin, il approche l'homme et accepte de s'entraîner sous sa tutelle s'il peut veiller sur Xiaoyu pendant qu'il est à l'école. Sans hésiter, Li accepte sa condition, alors Shu s'assure de déposer Xiaoyu avant d'aller à l'école. À l'école, Shu regarde un enregistrement d'un braquage de banque causé par 3 éveillés de niveau Li, mais alors qu'il analyse les images, il reçoit plus d'une douzaine de points d'émotion négative ajoutés à son solde de la part de Li et craint que Xiaoyu n'énerve ce vieil homme. Après l'école, Shu reçoit un regard étrange de la part de la discrète badass Seo aux portes de l'école, mais il l'ignore et se précipite chez lui seulement pour trouver Xiaoyu en train de troller le pauvre vieil homme jusqu'à sa 2e crise cardiaque. À sa grande surprise, chaque fois que Li s'énerve, il reçoit des points d'émotion négative ajoutés à son solde. C'est étrange, mais Shu se dit que c'est probablement parce que leurs cartes célestes sont similaires. Maintenant que Shu est rentré, Li libère Xiaoyu pour préserver sa santé mentale et exhorte Shu à se préparer pour son premier entraînement d'escrime. Shu fait toutes les préparations nécessaires, mais quand Li commence à dénigrer le fondateur du taoïsme, Shi Shuijin, qui appartient aussi au réseau céleste, Shu le coupe court et l'exhorte à expliquer ce qu'il veut lui enseigner. Pour ce faire, Li prend une feuille de papier, l'infuse de son énergie spirituelle, crée une lame magique et tranche un mur de 2 pouces d'épaisseur comme du beurre. Après cela, il dit quelques mots philosophiques sur l'épée, puis il donne à Shu une épée rouillée et lui dit de s'entraîner à ses coups jusqu'à ce qu'il puisse fendre l'air. Cependant, dès que Shu commence à s'entraîner, Li reconnaît instantanément les défauts de sa forme et de sa posture terrible et prend des notes. Au cours des heures suivantes, Shu infuse son énergie spirituelle dans l'épée et s'améliore un peu, mais une fois la nuit tombée, il fait une pause et prend le thé avec Li avant de mettre fin à sa journée. Après une brève discussion sur le travail acharné, Li demande à Shu s'il compte utiliser les compétences d'épée qu'il apprendra pour aider les gens. Shu lui répond qu'il ne le ferait probablement pas. Vu la difficulté de sa jeunesse à l'orphelinat, Shu dit au vieil homme qu'il a évolué au point que son seul souhait est de bien vivre et de prendre soin de Xiaoyu. Les ambitieux peuvent bien aller sauver le monde. En entendant cela, Li comprend qu'il ne peut pas changer la conviction de Shu, alors il accepte de ne pas être d'accord et met fin à leur première séance d'entraînement ensemble. Le lendemain matin, Shu dépose Xiaoyu chez Li, mais cette fois, Lin, la femme de Li, achète un paquet de chips à Xiaoyu et l'incite à les grignoter tranquillement pendant qu'elle lit ses manuels. Pendant ce temps, elle arrive devant la maison de Li pour discuter avec lui, et après que Xiaoyu les ait tous les deux énervés, Shu reçoit une notification indiquant qu'elle est près de sa sœur. Cela le choque car il pense que Shi est l'un des chefs du réseau céleste. Pour s'assurer de le rencontrer, Shu quitte l'école sur le champ et court aussi vite que possible jusqu'à la cour de Li sans perdre une seconde. Arrivé là, Shu demande à Xiaoyu de se dépêcher d'aller chercher quelque chose à l'intérieur, puis il se présente à Shi. Après les salutations d'usage, Shi dit à Li que les ruines de l'ancien pays montrent des signes de réapparition, puis il le prévient de s'assurer que ses collègues de la Fondation n'essaient surtout pas de l'arrêter. Après cet avertissement passif-agressif, Shi tente de recruter Li dans le réseau céleste tout comme Ting l'a fait, mais quand Li refuse toujours de se joindre, il s'en va. Vu tout ce qu'il vient de voir, Shu interroge Li sur ce fameux Shu, l'air intrigué. Mais quand le vieil homme décrit le genre de pouvoir qu'il détient au sein du réseau céleste, il panique. Voyant cela, Li l'assure qu'il gardera ses leçons privées, c'est promis. Puis il laisse tomber 2 fioles de métal liquide et exhorte Shu et sa sœur à tester à nouveau leur niveau d'éveilleur. Plus tard, cette nuit-là, Shu et sa sœur mettent chacun une goutte de leur sang dans chaque fiole, mais quand la réaction commence, la solution de Shu émet une étrange lueur, tout comme sa carte céleste, tandis que celle de Xiaoyu prend la teinte d'un éveilleur de niveau A. C'est assez impressionnant.
Confus, Shu vérifie le nuancier pour voir à quel niveau il appartient. Cependant, quand il ne le trouve pas, il en conclut que son pouvoir doit être trop faible pour provoquer une réaction et décide de simplement jeter la solution dans la cour, dehors, ni vu ni connu. Pendant qu'il fait ça, Lee arrive et lui demande son niveau. Shu ment, lui disant qu'il est toujours de rang F et Lee retourne chez lui déçu. Plus tard, Shu traverse une seconde fois la nébuleuse de l'âme de sa carte céleste et débloque enfin un linceul d'aura bleue lumineuse qui couvre tout son corps pour offrir une protection absolue contre les blessures. C'est plutôt pratique. À peu près au même moment, Xiaoyu franchit également la première couche de sa nébuleuse de l'âme, éveillant ses capacités de nécromancienne et montre ses nouveaux pouvoirs à son frère quand elle se réveille en ramenant une fourmi morte à la vie comme son serviteur zombie. C'est assez impressionnant. Intrigué, Shu lui demande si elle peut invoquer plus d'un animal mort à la fois et Xiaoyu se précipite dehors pour essayer d'invoquer quelques fourmis mortes supplémentaires, seulement pour réaliser qu'elle ne peut toujours en invoquer qu'une seule. Quelle déception! Sachant cela, Xu lui suggère d'essayer d'invoquer un autre animal et Xiaoyu invoque sans effort un oiseau récemment décédé. Ensuite, il lui demande combien de temps elle peut contrôler ces animaux zombies, mais Xiaoyu lui dit qu'il n'y a pas de limite de temps puisqu'il consomme très peu d'énergie du trou noir. C'est plutôt pratique, non? Cela dit, Xiaoyu suggère alors d'essayer d'invoquer des humains morts au cimetière, mais après avoir vu à quel point les fantômes du Conjuring peuvent être terrifiants, Shu lui dit d'essayer autre chose. Finalement, Shu emmène sa petite sœur dans une porcherie et la force à apprendre l'anatomie d'un cochon afin qu'elle puisse en invoquer un correctement la prochaine fois. Quelle drôle d'idée! Bien que Xiaoyu soit très réticente à apprendre à invoquer un animal aussi étrange, elle parvient tout de même à invoquer un cochon mort quand il rentre chez eux. Pour tester la similitude du cochon avec un vrai, Shu le tranche pour voir du sang noir s'écouler et puis le poignarde jusqu'à sa seconde mort avec son chien cadavre, gagnant un tas de points d'émotions négatives, de la colère et de la fureur de Xiaoyu. C'est un peu extrême, non? Plus tard, cette nuit-là, pendant le dîner, Shu apprend aux nouvelles que les suspects du braquage de banque plus tôt fuient vers la ville et ont assassiné 3 personnes dans leur folie meurtrière. Peu de temps après avoir entendu la nouvelle, lui et Xiaoyu commencent à ressentir l'aura négative autour d'eux. C'est assez inquiétant. Alors, pour traquer les plaies, Shu active son linceul d'aura bleue et saute par-dessus quelques toits avec Xiaoyu jusqu'à ce qu'il trouve les 3 braqueurs de banque sur un pont en train de combattre Fei et quelques-uns de ses acolytes. Pendant qu'ils se détendent pour observer le combat, le chef de gang de niveau D des braqueurs Hao fait tirer plusieurs boules de feu sur Fei par l'un de ses hommes. C'est un vrai spectacle. Mais quand Fei les dévie, il lui saute dessus et le plaque comme le Joker. Au début, Fei se défend des coups du gars, mais comme Hao est un éveilleur de type puissance, il est facilement submergé et bat en retraite pour appeler des renforts. C'est la panique à bord. Voyant cela, un autre braqueur transforme la route en un trottoir glissant pour l'arrêter, mais avant qu'il n'arrive à lui, les collègues de Fei se présentent pour le soutenir. Les deux camps étant maintenant à égalité, Fei allume une substance cachée qu'il avait placée plus tôt dans les manteaux des 2 plus petits braqueurs et les fait exploser tous les deux. Quelle ruse! Ensuite, 2 des acolytes de Fei se précipitent dans la fumée pour achever Hao et les autres, ne sachant pas que c'est un grand piège. Au moment où ils entrent dans la fumée, une seconde explosion se produit, les massacrant tous les deux et Hao et ses hommes battent en retraite immédiatement après. C'est une vraie boucherie. Alors que la police les poursuit, Shu renvoie Xiaoyu chez elle pour la garder en sécurité et puis suit les voitures jusqu'à ce qu'elles arrivent à la cachette des braqueurs, qui s'avère être un bâtiment abandonné. Pendant que la police infiltre le bâtiment, les 2 autres braqueurs suggèrent à leur chef de se rendre simplement pour rester en vie. C'est la meilleure option. Mais comme ils ont déjà assassiné 2 des hommes de Fei, il leur dit qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque. Le temps presse, Hao leur parle d'une zone de sécurité dans les montagnes et promet ensuite de les faire sortir de là en toute sécurité au bon moment. C'est un plan risqué. Après avoir attendu quelques minutes de plus, Hao assomme ses 2 acolytes, puis il s'échappe de leur cachette, alertant l'équipe de police et s'enfuit dans les ruelles. Pour l'arrêter, Fei et ses collègues le poursuivent et le poignardent à l'estomac avec une technique d'épée de sang d'éveilleur. C'est une scène violente. Cependant, juste au moment où ils sont sur le point de l'achever, ils aperçoivent Shu couvert de son linceul d'aura bleue, se prélassant sur une barre d'armature au-dessus d'eux et l'attaque. Alors que le deuxième round de leur bataille commence, Shu joue avec les subalternes de Fei, comme s'ils avaient été entraînés par des débutants, tandis que Fei, qui ne pouvait pas reconnaître Shu à cause de son linceul, continue de combattre le chef de gang blessé. Malgré sa blessure sanglante, Hao se bat bien contre les subalternes de Fei tout en s'assurant de ne pas trop saigner. Vers la fin de toute cette épreuve, Shu porte son combat sur une fine barre d'armature en acier et assomme facilement les 2 femmes qui le combattent, mais juste au moment où Hao est sur le point d'assassiner l'un des hommes qui le combattent. C'est le chaos total. Fei rejoint la bataille et bombarde tout l'endroit. Suite à l'explosion, Hao lance une bonbonne de gaz dans sa direction et Fei, pensant que c'était une arme, l'enflamme accidentellement. En quelques secondes, une seconde explosion se produit, mais cette fois, elle assomme Fei et le reste de ses collègues, ne laissant que Shu le seul debout. Ensuite, l'arrogant bouffon de braqueur décide de combattre Shu au lieu de s'enfuir, mais au moment où il tend son poing pour le frapper, Shu se renforce en utilisant le pouvoir de son chien cadavre et entre en collision avec lui. C'est un choc violent. L'onde de choc résultante envoie une puissante vague de force dans le corps de Hao, brisant chaque os à l'intérieur et le tuant dans le processus, mais pour éviter de s'exposer davantage, Shu se précipite chez lui, ni vu ni connu.
Là, il suggère à Xiaoyu et lui d'explorer les ruelles autour des bâtiments abandonnés pour toute nouvelle âme qu'elle pourrait collecter et Xiaoyu accepte à contre-cœur. Alors, ils se mettent en route. Arrivé là, Shu demande à Xiaoyu de scanner toute la zone avec son moineau pour tout signe des braqueurs. C'est une mission délicate. Une fois qu'elle rapporte qu'il n'y en a pas, il enfile son linceul d'aura bleu, marche jusqu'à l'endroit exact où les braqueurs sont morts, l'observe et envoie un message à Xiaoyu pour qu'elle vienne après avoir confirmé que c'est sûr. Après son arrivée, Xiaoyu scanne l'endroit sans les âmes des 3 braqueurs qui traînent et en informe Shu, c'est une découverte importante. En entendant cela, Shu lui dit d'absorber l'âme de Hao et quand elle le fait, il lui dit de l'invoquer. Malheureusement, Xiao ne peut pas le faire car elle est épuisée par toute cette course. Mais comme il ne lui faut qu'1 jour pour retrouver ses forces, Shu décide de l'emmener à un kiosque de nuit bon marché au coin de la rue pour manger et célébrer leur grande victoire, c'est bien mérité. Arrivé là, Xiao se gave comme un cochon, mais pendant qu'elle y est, Shu lui dit de toujours garder ses nouveaux pouvoirs de nécromancienne secret et de s'assurer qu'elle ne libère pas au hasard l'âme qu'elle a capturée plus tôt, ce serait une catastrophe. Quand Xiaoyu l'ignore toujours, Shu se dit qu'elle n'est peut-être pas heureuse de vivre avec lui, alors il lui dit qu'il la renverra bientôt à l'orphelinat et Xiaoyu éclate instantanément en sanglots, le cœur brisé. Alors qu'elle supplie Shu de la laisser rester avec lui, Shu se remémore tous les souvenirs douloureux qu'il a partagés avec elle par le passé, et non seulement il choisit de la garder comme sa famille, mais il promet aussi qu'il leur achètera bientôt une maison à eux, un vrai foyer. Heureuse d'entendre cela, Xiaoyu tient la main de Shu et alors qu'ils finissent leur repas, le duo promet d'être toujours là l'un pour l'autre. Plus tard, cette nuit-là, Ting Shi et d'autres membres du réseau céleste organisent une réunion pour discuter des conséquences de la bataille avec le braqueur de niveau D, c'est une affaire sérieuse. En chemin, elle parle de l'étrange gars au linceul bleu qui a assassiné le braqueur que Fei n'a pas réussi à attraper, puis dit à Ting que le type est resté sous les radars jusqu'à présent, c'est un mystère. Au début, il pense que la personne était Li. Mais après avoir enquêté sur les mouvements du mystérieux gars à partir d'un enregistrement vidéo de la bataille, il réalise qu'il pourrait bien être plus fort que Li lui-même. C'est une sacrée révélation. Cela dit, elle encourage tout le monde à la table à se remémorer et à voir s'il y a eu des héritages qu'ils ont laissés derrière eux. Mais étant donné la rareté de trouver quelqu'un d'aussi compétent, Ting lui dit que leur gars ne vient pas du tout du réseau céleste. Cela dit, l'un des cadres supérieurs de la réunion, Ye Shi, se lève, rappelle à Ting que la prochaine ruine s'ouvrira dans la ville de Luo où vit Shu et demande la permission d'aller enquêter sur ce mystérieux gars. C'est une mission cruciale. Après avoir averti le gars d'opérer en silence, Ting lui donne la permission et met fin à la réunion. Ensuite, Yixi interroge Shi sur le pouvoir de ce mystérieux gars et Shi lui dit qu'il est certain que le gars, bien que plus jeune, le battra à plate couture, sans aucun doute. Le lendemain matin, Shu retourne à son commerce de tofu puant. Après avoir vendu son premier lot en quelques minutes, il devient un peu triste car depuis que les gens se sont habitués à l'odeur, il ne gagne plus assez de points d'émotion négative de leur part, c'est un vrai dilemme. Pour résoudre ce problème, il vend les 50 prochains bols de tofu, puis commence à troller les quelques clients suivants, ce qui étonnamment lui rapporte plus de points d'émotion négative que d'habitude. Plus tard cette nuit-là, tandis que Lexi se faufile hors de sa propre maison pour partir en mission, Kaoyu parvient enfin à invoquer l'esprit de Hao comme son serviteur zombie, c'est une sacrée avancée. Excitée, elle se précipite dans la chambre de Shu pour montrer son amélioration, mais au moment où il ouvre la porte, elle lui fait peur. En voyant le zombie, Shu verrouille toute sa chambre et l'étudie en silence pendant quelques secondes de plus, l'air pensif. Ensuite, il demande à Xiaoyu si elle peut contrôler le fantôme et elle l'assure qu'elle peut le faire facilement. Après la petite conversation, Xiaoyu révèle alors qu'elle a également développé la capacité de voir les dernières mémoires de Hao avant sa mort. Et à en juger par ce qu'elle a vu jusqu'à présent, elle dit à Shu qu'elle sait qu'ils ont enterré l'argent au sommet de la montagne dans les banlieues sud. C'est une information capitale. Cela dit, elle suggère alors qu'ils déterrent tous les deux l'argent pour leur usage personnel, mais Monsieur Parfait Shu lui dit qu'ils ne peuvent pas faire ça car ils attireraient alors trop l'attention sur eux. Attristé par cela, Xiaoyu lui rappelle qu'ils peuvent acheter la maison de leurs rêves avec cet argent, mais quand Shu promet d'acheter la maison de la bonne manière, elle arrête de pleurer et va dormir, le cœur apaisé. Peu après, Shu retourne à son lit, consulte un dépliant d'annonces immobilières, puis parcourt le marché noir en ligne pour des choses qu'il peut vendre pour de l'argent rapide. Le lendemain, à l'école, Shu se détend avec Jiang et lui demande s'il a entendu des nouvelles sur ce que les braqueurs de la veille ont laissé derrière eux, c'est une question importante. En réponse, Jiang lui débite un jargon métaphysique sur l'éveil de masse, l'appelant le renouveau de l'esprit et le liant d'une manière ou d'une autre à l'antimatière qui affecte à la fois les plantes et les animaux, c'est assez complexe. Au milieu de tout ce blabla, Shu demande à Jiang si des objets de valeur intellectuelle se vendent facilement sur le marché noir et Jiang lui dit que les pierres spirituelles qu'on leur donne dans la classe de Dao Yuan valent une somme considérable, c'est une bonne nouvelle. Environ 1 heure plus tard, le directeur de l'école de Shu rassemble tous les élèves sur le terrain de sport pour assister à la cérémonie d'inauguration du nouveau directeur de l'école, le gros et odieux Yishi. Après avoir fait attendre les élèves sous une chaleur torride pendant 30 minutes, Yishi arrive enfin avec Fei dans une voiture de police, l'air d'une crotte de chien, c'est peu flatteur.
Mais quand il aperçoit le directeur à la porte, il explique qu'il est allé chercher l'argent des braqueurs de la veille avec ses copains et qu'il a été attrapé par la police. Maintenant qu'il est tiré d'affaire, Yishi entre dans l'école, mais alors qu'il marche vers le podium, Shu le reconnaît instantanément comme un éveilleur de niveau B de haut rang du réseau céleste. C'est une sacrée surprise. À cet instant précis, Yishi sent aussi quelqu'un évaluer ses compétences, alors il fixe la foule d'élèves, espérant trouver cette personne, mais Shu cache son visage. Après avoir cherché quelques secondes de plus et n'avoir trouvé personne, Yishi monte sur le podium, donne un discours d'introduction bâclé et renvoie tout le monde. Quelle déception pour lui. Plus tard ce soir-là, Yishi anime la classe spéciale de Dao Yuan avec Fei et, après s'être présenté, montre aux élèves un enregistrement vidéo des braqueurs et de leur bataille avec Fei et ses hommes. C'est assez instructif. Suite à cela, il parle du mystérieux Rancé qui a vaincu Hao, leur parle des compétences en maniement de l'épée du gars et exhorte les élèves à le notifier, lui ou Fei, s'il remarque quelqu'un agissant de manière suspecte, c'est une consigne importante. Cela dit, Yishi et Fei procèdent ensuite à l'explication du nouveau système de distribution des pierres spirituelles ainsi que du voyage scolaire qu'ils feront bientôt à la montagne Baiming pour explorer la ruine qui vient d'apparaître dans le pays, et terminent le cours immédiatement après, sans plus attendre. Quelques instants plus tard, alors que les autres élèves rentrent chez eux, Shu tire Jiang dans un coin discret de l'école, lui présente 2 pierres spirituelles, puis lui demande combien il peut vendre une pierre spirituelle sur le marché noir. C'est une question cruciale. Au début, Jiang lui demande où il a trouvé 2 pierres spirituelles au hasard, étant donné que leur approvisionnement est strictement contrôlé par le réseau céleste. Mais quand Shu l'exhorte à ne pas s'en soucier, il lui dit que chaque pierre peut coûter jusqu'à 100 000 yuan, c'est une somme folle. Choqué, Shu supplie Jiang de faire savoir qu'il en a 2 à vendre pour 120 000 yuan. Mais au moment où Jiang appelle l'un de ses contacts, il trouve un acheteur prêt à payer 240 000 yuan pour 2, puis demande à Shu son numéro de compte. C'est une affaire en or. Surpris par la rapidité de l'opération, Shu donne à Jiang les 2 pierres spirituelles et l'exhorte à s'occuper d'abord de la vente afin qu'il puisse envoyer son numéro de compte plus tard. Cela réglé, Shu dit au revoir à Jiang et commence son chemin de retour à la maison, le cœur léger. À peu près au même moment, la petite Xiaoyu continue de frustrer Li, mais tandis que Li la réprimande pour être un véritable casse-tête ambulant, Lin arrive avec un bol de pommes de terre rouges à la vapeur et les lui sert, c'est une bonne distraction. Alors qu'elle grignote les pommes de terre, Li surprend Yishi en train de rôder dans sa cour, alors il l'interpelle et exige de savoir ce qu'il fait là. Initialement, Yishi ment en disant qu'il essayait juste de livrer des médicaments, mais quand Li le confronte à ses bêtises, le gros gars cède sous zéro pression et lui parle du mystérieux éveilleur de niveau mer qu'il enquête actuellement. C'est un peu louche. Certes, Li ne pense pas beaucoup au mystérieux gars puisque c'est le problème du réseau céleste, mais quand Yishi mentionne qu'il sait manier une épée, Li réalise soudainement ce qui se passe ici. C'est une révélation. Avec un froncement de sourcils, il dit à Yishi que le Rancé n'est pas de sa fondation et Yishi, après avoir été d'accord avec lui, s'en va. Plus tard, cette nuit-là, tandis que Li pense à ce mystérieux épéiste de Rancé, Shu rentre chez lui, donne à Xiaoyu le nouveau téléphone qu'il vient de lui acheter et lui dit qu'il va acheter la maison qu'il loue actuellement le lendemain au propriétaire. C'est une grande nouvelle. Dans les premières secondes, après avoir entendu cette nouvelle, Xiaodu se fige, presque comme si elle rêvait, mais quand tout cela s'imprègne, elle serre Shu dans ses bras et pleure à chaudes larmes. De joie, bien sûr. Après cela, Shu la met au lit et passe le reste de la nuit à explorer sa carte céleste, mais alors qu'il augmente son XP pour devenir un éveilleur de niveau C, Xiaoyu, d'un autre côté, reçoit encore plus d'obscurité infusée dans son système, c'est une évolution étrange. Le lendemain matin, Yeshi s'approche au hasard du kiosque de tofu puant de Shu et demande à acheter quelques-uns de ses échantillons. Cependant, quand il reconnaît Shu comme étant un élève de sa classe de Dao Yuan, il commence à exiger que Shu lui donne du tofu gratuit en échange de protection. Quelle audace! À ce moment-là, le voisin de stand de Shu confronte l'idiot et l'accuse d'extorquer un orphelin, mais pour éviter de passer pour le méchant, Yishi paye Shu en totalité et part avec son bol de tofu. Plus tard ce soir-là, Shu achète leur maison comme promis, mais après son cours de Dao Yuan du soir, Yassi l'appelle et lui rappelle le voyage scolaire à la ruine. C'est un timing parfait. Le temps presse, Shu envoie un message à Xiaoyu pour lui dire qu'il sera absent quelques jours et se précipite à l'arrêt de bus. En chemin vers la ruine, les autres collègues de Shu ont un peu peur d'être menés à leur mort, mais quand Shu demande à Jiang ce qu'il en pense, Jiang l'assure qu'ils sont juste là pour protéger le territoire, pendant que les supérieurs explorent la ruine pour eux-mêmes. C'est une bonne stratégie. Réalisant qu'il a raison, Shu demande alors à Jiang d'expliquer ce que sont ces soi-disant ruines, et Jiang commence par lui dire que ce sont d'étranges grottes laissées sur Terre par une civilisation extraterrestre. Après le changement atmosphérique qui a donné naissance aux éveilleurs, c'est une histoire fascinante. Partout où l'une apparaît, on dit que des maîtres et des cultivateurs de partout se battent pour le tristement célèbre œil de formation, qui est censé être l'objet le plus précieux d'une ruine, et s'entretueraient parfois pour l'obtenir. C'est une vraie folie.
Puisque c'est la seule ruine apparue dans tout leur pays, Shu s'en prend aux seniors pour les avoir laissés dans l'ignorance, mais Jiang lui dit qu'ils le font peut-être pour les garder calmes. Quelques instants plus tard, ils arrivent tous au camp du mont Beeng et s'alignent pour un rapide briefing de Fei avant de s'installer, c'est l'heure de la vérité. Après leur avoir dit la raison de leur présence, qui est d'apprendre sur le tas, il les avertit de ne jamais parler de l'opération ou de l'entraînement à qui que ce soit d'autre, ou ils seront traduits en cours martial. C'est une menace sérieuse. Après son discours, Fei les renvoie et Shu et ses collègues reçoivent un tas de nourriture du cuisinier du camp. Quelques instants plus tard, alors qu'ils savourent tous leur dîner dans un camp séparé, un grand Inuit avec un syndrome de personnage principal se présente et fait rudement sa loi. Il marche sur la nourriture des autres et exige un banc supplémentaire pour y caser ses 150 kilos, mais au moment où il obtient un banc, Shu répare ses cellules cérébrales défectueuses avec une méchante gifle du revers de la main, c'est bien fait pour lui. Cela provoque un chahut parmi les élèves, mais quand Fei arrive et réalise que c'est Shu qui a fait ça, il emporte le gros idiot et permet au dîner de continuer en paix, enfin un peu de calme. Vers minuit, Shu se faufile lors de son camp de pratique de méditation pour prendre l'air, mais en arrivant là, il trouve Ishi fixant intensément la montagne Baimang, l'ignore et teste l'air pour voir s'il est possible de cultiver des points d'émotion négatives sans pratiquer la méditation comme les autres élèves. C'est une idée ingénieuse. Au moment où il découvre qu'il peut, Shu retourne au camp et fait de son mieux pour frustrer Liu, son ennemi juré, afin de pouvoir cultiver autant de points d'émotion négatifs que possible. C'est un plan diabolique. Au début, Liu tente de l'ignorer pour se concentrer sur son entraînement, mais quand Shu continue son baratin agaçant, il jette l'éponge. Le lendemain matin, Shu achète 9 fruits célestes avec les points d'émotion négatives qu'il a glanés auprès de Liu et sort son téléphone pour contacter Xiaoyu seulement pour réaliser qu'il n'y a pas de réseau. Shu aurait pu paniquer, mais comme il sait que Xiaoyu est un peu plus mature, il oublie l'appel et se concentre sur le petit déjeuner. Quelques instants plus tard, pendant qu'il mange, Jiang, qui a vu Shu embêter Lu la nuit précédente, lui demande pourquoi il s'acharne toujours sur lui. Et Shu répond que c'est uniquement parce que cet arrogant crétin a perdu 2 fois contre lui à la lutte de bras. Après le petit déjeuner, Shu passe la journée entière à exaspérer Liu, si bien qu'à la tombée de la nuit, Liu court vers une falaise et s'y installe, espérant méditer en paix. Malheureusement, dès qu'il reprend sa méditation, Shu surgit de nulle part et continue de l'importuner jusqu'à ce qu'il abandonne. Le lendemain matin, Shu transporte son âme dans sa carte céleste et utilise les 9 fruits célestes achetés plus tôt pour améliorer son voile d'aura bleue à un niveau supérieur. Après cela, il revient à la réalité et retourne au camp pour faire la queue pour le petit déjeuner. Mais peu après, Blue apparaît et recommence à dénigrer le rang de Shu. Plutôt que de réagir aux provocations de cet idiot, Shu suggère de régler leurs problèmes lors d'un autre bras de fer. À ce moment-là, une foule s'était déjà formée autour d'eux. Alors, pour éviter la honte éternelle qui accompagne la défaite, Liu dit à Shu de le combattre à sa place. Cependant, avant même qu'ils ne se battent, Fei apparaît et autorise le concours de bras de fer. En quelques minutes, il installe une tente pour le concours et les oppose l'un à l'autre. Malheureusement, dès le début du bras de fer, Shu bat Lu facilement et à ce moment-là, Lu commence sérieusement à douter de sa propre réalité. Impressionné par sa ténacité, Fei décide de se mesurer à Shu, mais Shu le bat encore. Environ 1 heure après le concours de bras de fer, Shu et Jiang remarquent une étrange brume s'approchant de leur campement depuis les montagnes. Au début, ils pensent que c'est normal, mais quand la brume se rapproche dangereusement du camp, ils réalisent que c'est le fameux portail qui aspire et piège tout le monde à l'intérieur de la ruine jusqu'à ce qu'elle soit nettoyée. Le temps presse, Fei et les autres officiels diffusent un message d'urgence par haut-parleur, ordonnant à tous de quitter la montagne au plus vite, mais malheureusement, il est déjà trop tard car la brume finit par engloutir et envoyer tout le monde, y compris Shu et Jiang, dans la ruine. Après un atterrissage des plus douloureux, Shu se réveille et se retrouve dans un désert au cœur de la ruine. Cependant, alors qu'il explore les lieux, un squelette zombie l'attaque avec une hache de guerre. Shu fait de son mieux pour esquiver les coups du squelette, mais dès qu'il aperçoit une ouverture, il s'empare de la hache et lui écrase la tête, le tuant net. Alors qu'il continue d'explorer la ruine, un tas d'autres squelettes surgissent du sol pour venger leur cher ami. Mais peu après, d'autres étudiants l'approchent et lui conseillent de s'éloigner le plus possible de ces squelettes. C'est alors qu'un des étudiants est attaqué et tué par un squelette. Alors, pour protéger les autres, Shu affronte seul toute l'armée de squelettes et les extermine tous, sous le regard médusé des autres. Après avoir éliminé tous les squelettes, Shu retourne auprès des autres étudiants, leur donne des instructions pour éviter les squelettes à l'avenir, lâche la hache et repart explorer la ruine.
Peu après, il rencontre un autre groupe de squelettes zombies, les anéantis, et se dépêche de trouver un endroit pour camper avant la tombée de la nuit. Sachant à quel point ces zombies peuvent être redoutables la nuit, Shu sait qu'il doit trouver un endroit avec une vue dégagée, comme un sommet de montagne, alors il fonce vers la montagne la plus proche. En chemin, il aperçoit une fusée éclairante rouge traversant le ciel et la fait tomber pour l'observer. Cependant, lorsqu'il atteint l'endroit où la fusée a atterri, il trouve un étudiant blond de Daoyuan d'une autre ville nommé Chang debout à proximité, tenant un pistolet lance-fusée et le fixant d'un air perplexe. Alors que Shu se demande qui peut bien être cet étrange individu, il est révélé que Cheng est en fait un espion d'une autre ville envoyé dans les ruines pour voler l'œil de formation et que tirer la fusée éclairante était sa façon de retrouver ses collègues espions dans la zone. Maintenant que son plan a échoué, Cheng se présente calmement à Shu et lui demande de faire de même. Au début, Shu se présente comme Lu Li, ce que Chang croit, mais dès qu'il mentionne qu'il vient de la même ville que Chang, ils deviennent tous deux confus et la tension monte d'un cran. Pour éviter de se faire démasquer, Chang change rapidement de sujet et demande à examiner l'épée rouillée que Shu tient. Mais quand Shu refuse de lui donner l'épée, il décide de partir rejoindre le reste de ses collègues, et Shu le suit pour continuer à le troller et glaner encore plus de points d'émotion négative. Peu de temps après, le duo tombe sur une parcelle de terre remplie de squelettes zombies et se retrouve vite encerclé. Alors que les squelettes suintent du sol, Chang prend ses jambes à son cou et Shu le suit de près. Peu après, il demande à Shu de lui donner son épée rouillée pour qu'il puisse massacrer les zombies qui les poursuivent avec, mais Shu garde l'épée juste pour le troller et récolter encore plus de points d'émotion négative. Finalement, Shu abandonne Cheng au milieu des zombies, mais malgré cela, Cheng les détruit facilement et continue de courir jusqu'à rattraper Shu. En arrivant près de Shu, Cheng exige de savoir pourquoi Shu l'a laissé aux zombies pour mourir et Shu trompe le benet sans cervelle en faisant l'idiot jusqu'à ce qu'il le croie. Après avoir réglé le malentendu, le duo trouve un endroit propice pour camper la nuit. Mais avant de dormir, Shu troll Cheng en faisant semblant de méditer quelques secondes, puis lui fait une frayeur dès qu'il tente de lui faire un coup fourré, gagnant ainsi quelques points d'émotion négative supplémentaires. Le lendemain matin, Shu a un petit creux, alors il quitte Chang pour se rendre dans un coin et commande un bol de tofu puant via l'interface de son système. Après quelques bouchées, ils retournent à leur campement et Chang, choqué de le voir avec un bol fumant de tofu puant, exige de savoir comment il l'a obtenu. Au lieu de répondre à sa question, Shu l'ignore et continue de provoquer le pauvre gars avec une flopée d'informations inutiles jusqu'à ce que Cheng craque. Refusant d'endurer plus de ses bêtises, Chang porte un coup fatal à Shu, mais Shu le bloque immédiatement et il se lance dans un sérieux combat. Au cours des minutes suivantes, Chang se bat désespérément contre Shu, cherchant des ouvertures dans sa défense pour porter un coup fatal, tandis que Shu esquive toutes ses attaques et inflige quelques blessures à Chang. À un moment de leur combat, ils marquent une pause. Cependant, dès que Chang se jette sur lui pour reprendre le combat, Shu continue de bloquer et de porter d'autres coups. C'est alors que Chang prend le dessus et arrache l'épée rouillée de Shu de sa main. Mais juste au moment où il est sur le point de l'achever, Shu se place derrière lui, invoque son chien cadavre et poignarde Chang en pleine poitrine. En quelques secondes, Chang meurt et Shu, acceptant le fait qu'il est désormais un meurtrier, repart après avoir ramassé son épée rouillée pour continuer son exploration. 2 jours plus tard, il trouve un immense pommier abritant un grand nombre de tamias et cueille un tas de pommes à grignoter une fois en sécurité. Dès que les tamias le repèrent en train de voler leurs précieuses pommes, il lui lance des pierres et Shu s'enfuit avec les quelques fruits qu'il a réussi à cueillir. Quelques heures plus tard, il fait une pause après toute cette course et essaie de se situer. Étant donné l'immensité de la ruine, Shu se dit que les yeux de formation devraient se trouver au centre. Cependant, pour y arriver, il doit refaire tous ses pas depuis le début. Cela dit, Shu se lève pour commencer son voyage de retour vers son point d'apparition, mais c'est alors qu'une meute de loups démoniaques l'attaque et le poursuit jusqu'au pommier de tout à l'heure. Terrifié pour sa vie, Shu court aussi vite qu'il le peut pour semer les loups, mais à un moment donné, l'un d'eux le rattrape et lui mord le bras droit. Pour arrêter l'hémorragie, Shu achète rapidement un fruit céleste et le mange. Cependant, quand le saignement ne s'arrête pas, il réalise qu'il est complètement foutu et continue de courir toute la nuit jusqu'à ce qu'il évolue, devenant bien plus rapide et plus fort. Grâce à cette nouvelle amélioration, Shu accélère, sème toute la meute en un clin d'œil et continue de courir pour ne s'arrêter que lorsqu'il se retrouve dans un ravin avec les étudiants qu'il avait protégés au début. Dès qu'ils le reconnaissent, ces lâches sans colonne vertébrale lui demandent s'il est revenu avec des renforts, et Shu leur répond que non. Déçu, il le fusille du regard, se demandant comment il a pu survivre seul dans ce désert hostile pendant 2 jours, mais Shu les ignore et s'étire un peu pour se reposer. Peu après,
Il devient curieux et demande aux étudiants pourquoi il n'en reste que si peu, mais la seule fille du groupe répond que c'est parce qu'un autre groupe de zombies en a dévoré davantage juste après son départ. En entendant cela, il leur demande alors s'ils ont mangé et tous lui répondent qu'ils n'ont rien avalé depuis 3 jours. Plutôt que de leur donner quelques-unes des pommes qu'il a cueillies, il les mange juste devant eux histoire de les troller et leur donne des indications pour qu'ils en trouvent eux-mêmes. À un moment donné, la fille essaie de lui prendre une bouchée, mais quand Shu refuse de la laisser manger, les autres étudiants se mettent en colère et décident de lui voler sa nourriture ensemble. Peu après, un lâche sans espoir s'approche de Shu avec une hache de guerre et exige qu'il lui remette sa nourriture. Cependant, pour éviter de les blesser, Shu les ennuie à mourir avec des informations stupides, ce qui lui rapporte quelques milliers de points d'émotion négatives, et il repart juste après leur avoir arraché une hache de guerre. Quelques heures plus tard, alors que Shu explore la ruine, un zombie cavalier le repère et l'attaque avec sa lance. Sentant le danger, Shu maintient la lance pendant quelques secondes, s'octroyant ainsi quelques points d'émotion négative, et une fois que le zombie cavalier est fatigué, il la lui arrache des mains. Peu après, 8 autres zombies cavaliers, y compris leur général, l'approchent, mais Shu sait que le terrain ne lui permettra pas de les combattre correctement pour l'instant, alors il grimpe sur une colline voisine pour s'échapper. Voyant cela, le général zombie fait tirer plusieurs dizaines de flèches sur lui par ses archers, mais grâce à l'armure scénaristique de personnage principal de Shu, pas une seule ne l'atteint. Après avoir tenté et échoué à attraper Shu à plusieurs reprises, le général zombie abandonne et repart avec ses hommes. Une fois qu'ils sont partis, Shu récupère la lance du premier zombie cavalier, l'infuse d'énergie spirituelle et continue de chercher l'œil de formation. 1 heure plus tard, environ 7 éveillés de niveau C de l'équipe de Faye repèrent le même général zombie cavalier et son armée marchant vers eux et commencent à avoir un peu peur. Voyant que ces balles ne leur font rien, l'un des éveillés, Bei, exhorte leur éclaireur à trouver le général avant qu'il n'attaque, afin de pouvoir le massacrer et désorganiser tout le groupe. Après avoir observé les zombies pendant quelques secondes, l'éclaireur repère le seul qui semble différent, qui est le même zombie dont Shu a volé la lance plus tôt, et interpelle le chef. Voyant cela, un autre officier suggère qu'il pourrait de faire une erreur, surtout à en juger par la facilité avec laquelle ce soi-disant chef est exposé, mais comme ils ne peuvent plus reculer maintenant, Bei l'ignore et ordonne à leur tireur d'élite de trouver un meilleur point de vue pour tirer. Une fois le tireur d'élite bien positionné, il tire et loge une balle dans la tête du zombie. Au moment où le zombie s'effondre, tous se réjouissent, pensant avoir gagné, mais quelques secondes plus tard, le général de cavalerie s'avance et fait tirer des flèches sur eux par ses archers. Terrifiés pour leur vie, ils se replient tous au bord d'un ravin et se calment pour discuter de leur prochaine action. Peu après, quelqu'un aperçoit Shu suspendu de l'autre côté de la falaise du ravin, attendant tranquillement que les zombies cavaliers tombent dans son piège et en informent les autres. Quand il le repère, Bai, pensant qu'il n'est qu'un simple étudiant de Daoyuan, piégé et en danger, aboie immédiatement des ordres à ses hommes pour l'aider. Cependant, avant qu'il ne lève le petit doigt pour l'aider, Shu vole une autre lance de zombies, remonte de l'autre côté du ravin et s'en va. Choqué par son athlétisme, Bai et ses collègues se creusent les méninges pour essayer de comprendre qui est vraiment ce type, mais juste au moment où ils sont sur le point d'abandonner, l'un des étudiants de Daoyuan voyageant avec eux leur dit que ce gars est l'idiot de leur classe. Shu. Quelques heures plus tard, le général zombie et son armée encerclent Shu, mais dès qu'il l'attaque, Shu infuse toutes les armes de son énergie spirituelle et élimine facilement tous les petits soldats. Immédiatement après, le général zombie et 2 autres l'attaquent de directions opposées. Cependant, après avoir esquivé les attaques du général, Shu élimine l'un des petits soldats avec sa lance et affronte le général dans un combat à mort. Pendant la première partie de la bataille finale, le deuxième petit soldat, un archer, interrompt le combat, mais Shu lui écrase la tête au sol, le détruisant et finit par vaincre le général zombie. Quelques instants plus tard, Bai, ses collègues et le reste des étudiants de Daoyuan fouillent la ruine à la recherche de Shu et commencent bientôt à se demander si le gaillard a déjà atteint le centre de la ruine. Comme ils ne peuvent pas en être si sûrs, ils continuent de le traquer jusqu'à atteindre le site de la bataille où Shu a vaincu le général zombie et son armée et analysent les conséquences seulement pour réaliser qu'il est bien plus fort qu'ils ne le pensaient. Pendant qu'ils y sont, l'un de leurs éclaireurs arrive en courant pour signaler 9 autres cavaliers zombies aperçus près de l'entrée du cœur de la ruine, qui poursuivent maintenant quelqu'un et presque instantanément, Bai concocte une stratégie de combat efficace que lui et ses collègues utiliseront pour vaincre les cavaliers. Peu après avoir récupéré toutes les lances des zombies qu'il vient de massacrer, Shu grimpe sur une corniche de montagne et vérifie tous les points d'émotion négatives qu'il a accumulés en exaspérant les zombies et les loups en si peu de temps. Après cela, il achète un fruit céleste avec une partie de l'argent, le mange et reconstitue toute l'énergie spirituelle qu'il a dépensée en combattant le général zombie plus tôt. À peu près au même moment, Bai et ses collègues grimpent sur une colline et observent la deuxième vague de zombies cavaliers approchant de leur position.
Cependant, juste au moment où ils sont sur le point d'attaquer les zombies, de mystérieuses lances d'aura violette tombent du ciel et en détruisent environ 3. Au moment où Shu apparaît, Bai, ses collègues et même les autres étudiants se précipitent tous pour l'aider, mais à leur surprise générale, Shu finit par anéantir toute l'armée, y compris le général zombie, et ce, sans leur aide. Suite à sa victoire, Shu revendique la propriété de tous les butins de la bataille et interdit à Bai et à ses hommes de s'en approcher. Pour éviter tout problème, Bai lui dit qu'il n'est pas intéressé par le vol de ses affaires, puis lui demande pourquoi il amasse tant d'armes alors qu'il ne peut manifestement pas tout utiliser. Au lieu de répondre à la question, Shu ignore simplement Bai et installe un étal temporaire pour vendre toutes les lances, armures et épées qu'il a collectées jusqu'à présent. Après cela, il propose ses produits aux étudiants et officiers désespérés, seulement pour réaliser que la plupart d'entre eux sont fauchés sans un sou ni une once de jugeote. Pour résoudre ce problème, Shu décide d'échanger les armes contre des bijoux et des objets de valeur à la place, et quelques secondes après avoir eu cette idée, il vend une misérable épée de zombie et obtient en retour une montre mécanique de 12 000 yuan. En remarquant à quel point l'échange est fluide, d'autres officiers se précipitent vers lui et offrent leurs colliers en or, montres, bracelets et même leurs ceintures, tout ça juste pour mettre la main sur des armes défectueuses qui ne sont pas si solides. Pendant ce temps, Shu leur donne ce qu'ils veulent, sans se soucier du monde, et extorque même de l'argent supplémentaire et des points d'émotion négative à ses collègues, devenant un genre d'Elon Musk de Temu. Peu après, le groupe continue de traverser un étroit ravin pendant plusieurs heures pour atteindre le centre de la ruine. Alors qu'ils approchent du centre, la température chute drastiquement, mais malgré cela, ils avancent tous. Peu après, Shu et Bai entament une discussion sur les sacrifices que certains membres du réseau céleste ont fait pour s'assurer que les étudiants soient indemnes. Alors que Shu pense que c'est une perte de temps de protéger ces pathétiques chercheurs d'attention, Bai lui dit qu'ils méritent en fait d'être protégés. Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, Shu et le reste de son groupe interrompent leur voyage et campent à un certain endroit à l'intérieur du ravin pour se reposer. En chemin, Shu remarque Bai et ses collègues partageant les dernières provisions qu'ils ont juste pour rester en vie. Alors il a pitié d'eux et partage quelques-uns des fruits de pommes spéciaux qu'il a cueillis plus tôt pour reconstituer leur énergie. En coupant et en mangeant les tranches de pommes, Bai et son équipe ressentent une soudaine poussée d'énergie envahir leur système et remercient Shu de les avoir sauvés. Voyant cela, les étudiants de Daoyuan s'approchent de Shu et le supplient de leur donner leur part du fruit de pomme spécial. Au début, Shu refuse de faire des cadeaux, mais quand un gars lui cède sa montre coûteuse en échange, Shu partage volontiers. Environ 1 heure plus tard, la température chute encore plus et, assez vite, un groupe de ghouls flottantes attaque leur campement. Tandis que Bai et les autres forment une ligne défensive, Shu reconnaît que ces ghouls sont assez similaires aux zombies de Xiaoyu et se creuse la tête pour trouver un moyen de les combattre. C'est alors que son chien cadavre s'excite et pousse contre sa poitrine, prêt à les massacrer, mais comme Shu ne peut pas risquer d'être exposé, il retient la dague dans son corps et effraie accidentellement les ghouls avec son immense pouvoir. Les ghouls partis, toute la foule continue de traverser le ravin jusqu'à atteindre le centre de la ruine et retrouver d'autres membres du réseau céleste. En explorant les lieux, Shu remarque un énorme trou de 8 mètres de large dans le sol alors qu'il surprend un petit nouveau du réseau céleste raconter comment Sao, le méchant silencieux de tout à l'heure, a sauvé sa stupide personne d'un tas de zombies quand il était piégé et pleurait comme un gamin avec son nouvel iPad. Bien qu'impressionné par les capacités de Shao, Shu ne s'attarde pas sur l'histoire et se concentre plutôt sur l'observation de l'énorme trou dans le sol ainsi que sur la vente de ses armes. Comme prévu, Xu vend plusieurs armes pour obtenir plus d'objets clinquants, mais pendant qu'il y est, Fei l'emmène voir le chef de leur équipe d'expédition, Zhang, et le présente comme un prodige de sa classe. Étant un homme décontracté, Zhang accueille Xu à bras ouverts et informe à la fois lui et Kao, étant les étudiants qui se sont démarqués des autres, de suivre son exemple. Cela dit, Zhang rassemble quelques-uns des supérieurs au bord de l'énorme trou, puis il envoie son couteau magique spirituel spécial, l'épée nourricière de sang du cœur, pour mesurer la profondeur du trou. Quelques secondes plus tard, il rappelle le couteau, informe ses hommes que le trou fait 100 mètres de profondeur et qu'il y en a un autre, encore plus grand, à l'intérieur. De plus, étant donné l'incertitude du niveau de puissance de la ruine, Zhang conseille de se reposer pour la nuit et de commencer l'exploration le lendemain, et les autres sont d'accord. Plus tard, cette nuit-là, alors que Shu s'amuse avec ses notifications de revenus d'émotions négatives, il remarque 9 noms étranges parmi les personnes qui lui rapportent des points d'émotions négatives et après une enquête plus approfondie, il réalise que ces gars sont des espions d'une autre ville. Malheureusement, alors qu'il étudie la foule pour observer les espions, Ye apparaît tenant un pommier spécial entier rempli de dizaines de fruits et secoue tous les fruits ainsi qu'un tamia qui s'y cachait. Voyant cela, Shu se précipite pour parler à Yesi, mais peu après, Jiang arrive et Shu discute plutôt avec lui. Après les banalités, il raconte à Jiang son nouveau plan pour s'enrichir vite, une affaire de vente d'armes, et lui offre une de ses lances en signe de bonne volonté.
Pendant que Jiang examine la lance, un type plutôt, disons, pas gâté par la nature, s'approche avec aplomb et lui promet 50 000 yuan en dehors de la ruine s'il lui donne une de ses armes. Heureusement, Shu n'est pas né de la dernière pluie. Il voit clair dans ce mensonge grossier et rejette l'offre du type sur le champ. Là-dessus, le type peu ragoûtant commence à débiter toutes sortes de bêtises pour prouver qu'il ne ment pas. Mais pendant qu'il s'y emploie, Shu reçoit soudain une notification l'identifiant comme l'un des espions de l'équipe. Plutôt que de réagir, il garde son sang-froid et continue de le laisser jacasser jusqu'à ce que le type s'en aille. Vers minuit, Shu vérifie le niveau de haine de Xiaoyu à son égard ces derniers jours, quand soudain, il remarque 8 espions se réveiller en même temps et sauter dans l'énorme trou pour l'explorer avant les autres. Shu laisse environ 7 d'entre eux descendre, mais retient le dernier et le provoque. Soit il accepte un partage du butin à 70/30, soit il les dénonce. Pour éviter les ennuis, le dernier, qui s'avère être le type peu ragoûtant de tout à l'heure, accepte le partage. Mais quand Shu refuse toujours de le laisser suivre ses collègues dans le trou, il l'attaque. Sentant le danger, Shu esquive l'attaque facilement, mais juste avant que le type peu ragoûtant en attaque une seconde fois, il hurle à plein poumon pour réveiller tout le monde, puis démasque cet idiot comme un espion cherchant à voler l'œil de la formation pour lui-même. En quelques secondes, Yi-Si anéantit le coupable d'un seul coup, puis ordonne à Zhang de rassembler tout le personnel fort disponible afin qu'il puisse commencer à explorer le trou cette nuit-là. Zhang se méfie un peu, pensant que Yixi pourrait avoir une arrière-pensée, mais comme Yixi reste son chef, il rassemble finalement tous les éveillés de leur équipe classée niveau D ou plus et les informe de la périlleuse mission à venir. Après cela, Yi-Si s'approche de Shu dans un coin et lui propose de l'aider à porter ses bijoux étincelants. Cependant, quand Shu refuse de le laisser toucher à ses bijoux, il lui propose un marché que Shu ne pourra pas refuser. Il promet de lui accorder l'accès à toutes les futures ruines qui apparaîtront dans leur pays, usant de son pouvoir et de son statut, si Shu partage avec lui le butin de toutes ses ventes, à 90/10 en sa faveur. En entendant cela, Shu Sekishi essaie juste de l'arnaquer, alors plutôt que de céder au comportement sournois de l'homme, il le manipule pour qu'ils partagent leur butin à 50/50 et Yixi accepte. Une fois cela réglé, Shu range tous ses bijoux dans sa veste, l'attache autour de son cou comme une écharpe de bras et rejoint les autres combattants alors qu'ils se préparent à descendre le trou. Après avoir enduré le discours d'une heure de Yixi, d'une gêne absolue, Zhong demande à l'un de ses combattants de créer un escalier artificiel pour les mener en toute sécurité au fond du trou. Une fois l'escalier créé, la petite armée de Yeshi forme une seule file et descend prudemment. En chemin, tout l'espace autour des parois du trou luit d'une lumière verte, et bien que Shu soit plutôt surpris de voir cela, il continue d'avancer en silence. Quelques secondes plus tard, une forte explosion d'énergie émane du fond et perturbe le mouvement de tous, mais une fois qu'elle s'arrête, Shu et les autres continuent de descendre jusqu'à atteindre le fond du trou. Arrivé là, ils trouvent les corps sans vie de 6 des 7 espions assis droit en cercle l'un d'eux au milieu. Yise les examine pour voir s'il y a un survivant. Cependant, dès qu'il réalise qu'ils sont tous morts, il les laisse là et avance avec son armée, sans même se rendre compte que quelque chose de sinistre se prépare en coulisses. Après avoir marché quelques minutes de plus, ils entrent tous dans un espace étrange décoré de cristaux d'émeraude vert lumineux et d'un magnifique château et se retrouvent immédiatement enfermés une fois à l'intérieur. Peu après, ils sont encerclés par une armée de ghouls qui les attaque. Au début, Yaesi affronte quelques-unes d'entre elles pour tester leur force, mais il réalise immédiatement qu'elles ne sont que de simples nuisances inoffensives. Il exhorte le reste de son armée à s'amuser à les détruire. Alors que la bataille fait rage, Shu essaie d'attaquer des ghouls, mais pour une étrange raison, les ghouls s'enfuient dès qu'elle voit la lueur violette de son chien cadavre sur sa poitrine. Excédé, Shu finit par les affronter et en abat un grand nombre. Peu de temps après, l'âme de l'espion assis au milieu du cercle, Zhao apparaît soudainement derrière un officier et l'assassine. Quand Shu voit cela, il comprend enfin pourquoi il s'était senti mal à l'aise plus tôt en les croisant. Mais pendant qu'il réfléchit à son prochain mouvement, Yese lâche toutes ses entraves et dissipe l'âme avec son aura de tigre. Suite à cela, ils identifient le fantôme comme une ombre de l'ancien Zhao, probablement libéré en raison des niveaux élevés de positrons dans l'atmosphère. Mais Xu, de son côté, réalise que la technique post-mortem mentionnée est assez similaire à la capacité de Xiaoyu. Juste à ce moment, il reçoit un avertissement soudain de sa dague de vérifier son côté gauche et une fois qu'il le fait, il trouve le fantôme de Zhao essayant de le prendre par surprise. Notez bien, le fantôme est invisible pour l'instant, alors quand il devine précisément l'emplacement et le frappe, Ishii lui ordonne d'expliquer comment il savait que le fantôme serait là. À ce stade, Shu sait qu'il doit inventer un mensonge crédible pour tromper tout le monde, sinon Yishi et les autres sauront qu'il supprime 95% de son pouvoir. Alors, pour prouver qu'il avait juste deviné par chance la position du fantôme l'autre fois, Shu dit à Yishi de tirer des boules de plasma sur des murs au hasard dans la pièce, et une fois que Yishi le fait, il réalise finalement qu'il se faisait juste des idées.
Peu après, une grande armée de zombies, composée de nombreux fantassins et de cavaliers zombies, fait irruption dans la pièce et piège Yeezy et ses hommes. Après quelques provocations, Yeezy remarque la lance spéciale dans la main du général zombie et soupçonnant qu'il pourrait s'agir de l'œil de la formation des ruines, il attaque le général de toutes ses forces, jusqu'à détruire son cheval. Enragé, le général zombie déclare la guerre à Yishi et à son armée, mais malgré son infériorité numérique, Yishi mobilise quand même ses hommes pour qu'ils se battent à cœur joie. Alors que la bataille commence, Shu utilise sa lance pour abattre plusieurs ennemis à la fois, mais au moment où il est presque pris par surprise par l'un des archers, Cao lui sauve la vie, cette vie misérable, et continue de massacrer les zombies. Quelques minutes plus tard, les zombies commencent à éviter Shu à cause de l'aura de son chien cadavre. Alors, plutôt que de perdre son temps à les combattre, il se faufile dans le château derrière eux pour explorer et trouver quelque chose de précieux. Peu après, il entre dans une pièce au hasard du château et consulte son interface juste pour le plaisir, seulement pour réaliser que Xiaoyu le hait au plus haut point. Juste à ce moment, l'esprit de Zhao tente de l'attaquer furtivement depuis le plafond du bâtiment, mais comme Xu peut déjà le sentir, il prend une pose très suspecte et pulvérise le fantôme en 1000 morceaux avec un éclair rose jaillissant de son entrejambe. À peu près au même moment, Yixi et le général zombie s'affrontent violemment tandis que le général zombie passe à l'offensive totale. Yixi esquive et saute partout jusqu'à ce que Li parvienne enfin à saisir la lance du général. Voyant cela, le général augmente sa puissance et fait tournoyer Yixi pour le faire lâcher sa lance, mais Yoshi refuse de lâcher prise. Alors que leur bataille fait rage, Shu s'approche d'un hall rempli de statues de démons aux yeux rouges, avec un Tamiya que Yoshi avait secoué de l'arbre plus tôt sur son épaule et entre prudemment pour y jeter un œil. Quelques secondes seulement après son entrée, les statues de démons aux yeux rouges prennent toute vie et l'attaquent. Mais quand la dague du chien cadavre de Shu sort de sa poitrine pour les repousser automatiquement, les statues réalisent de nouveau qu'elles font face à quelqu'un qui leur bottera facilement les fesses et battent en retraite. Peu après avoir effrayé les statues, Shu continue d'observer leur corps et force toutes les statues à lui céder leur lance magique. Pendant ce temps, Fei et Bai commencent lentement à perdre de leur élan dans leur bataille contre les fantassins zombies, simplement à cause de leur nombre écrasant. Ils essaient d'appeler Easy à l'aide, mais Easy les ignore et se concentre d'abord sur la lance du général zombie. Malheureusement pour lui, au moment où il saisit la lance, le général zombie le rattrape et libère ses dragons d'aura pour l'arrêter. À peu près au même moment, Xiao remarque Fei et ses partenaires se faire encercler et submerger par plusieurs fantassins zombies. Alors, pour les protéger, elle fige le temps et élimine rapidement tous les zombies, puis elle dégèle le temps pour faire croire qu'elle les a détruits en un instant. Pendant que Bai la regarde avec admiration, le général zombie soupçonne soudain que quelque chose de vraiment sinistre se passe à l'intérieur d'une des pièces de son château. Ainsi, il retient Ishi avec ses dragons d'aura, récupère sa lance et s'enfonce plus loin dans le château pour s'assurer que personne ne fouine. Cependant, avant qu'il n'aille loin, Yoshi se libère de l'emprise des dragons d'aura et arrache la lance de sa main. Pendant qu'il provoque le général zombie, Xiao détruit quelques fantassins zombies supplémentaires et se rend à un point d'observation plus élevé pour chercher Shu, seulement pour réaliser qu'il est introuvable. Au moment où Shu entre dans une pièce sombre et secrète du hall, le général zombie panique. Alors, pour empêcher Shu de trouver le véritable œil de la formation, il arrête instantanément de se battre avec Ishi et court aussi vite qu'il le peut pour arriver à temps. Pour le contexte, Yixi révèle que la ruine est censée s'évanouir dans le néant dès qu'un humain touche l'œil de la formation, mais comme il a maintenant la lance et que rien ne se passe, il réalise qu'il s'était trompé depuis le début, puis suit le général zombie jusqu'au hall. Arrivé là, le général zombie fait en sorte que ses statues de démons l'encerclent pour le tenir occupé, puis continue de chercher Shu. Peu de temps après, il trouve Shu dans la pièce secrète, essayant de tenir une boîte dorée appelée le Sceau Montagne et Rivière, qui s'avère être le véritable œil de la formation, et se jette sur lui pour l'arrêter. Malheureusement pour lui, il était déjà trop tard, car au moment où Shu touche le sceau, toute la ruine implose en son sein et Fei, les étudiants et ses collègues sont téléportés de retour dans le monde réel. Environ une heure plus tard, Jiang se précipite dans l'un des hôpitaux mobiles sur place et demande à un Liu blessé s'il a vu Shu depuis leur retour. Au moment où Liu répond non, Kao s'éclipse pour chercher personnellement Shu, tandis qu'Acies s'enfuit pour discuter des conséquences de l'expédition avec Ting et Shi. Quelques instants plus tard, Jiang entre dans la tente de Fei où il trouve Fei en train de collecter et d'évaluer les armes des étudiants et lui signale l'absence de Shu. En entendant cela, Fei s'effondre pensant que Shu est mort dans l'incident de l'implosion, mais juste au moment où les autres étudiants commencent à le dénigrer, il entre en scène l'air d'1 million de dollars et troll tous ses détracteurs. Après avoir retrouvé Jiang, Shu s'approche de Fei, provoque Lu comme à son habitude et remet les 5 lances pour qu'elles soient évaluées. Après cela, il se promène dans les bois profonds et parvient d'une manière ou d'une autre à trouver Xiaoyu assise sur la branche d'un grand arbre l'attendant. Étant donné les grandes quantités de points d'émotion négatives qu'il a accumulés auprès de Xiaoyu jusqu'à présent, Shu s'attend à ce qu'elle lui donne du fil à retordre. Mais à son plus grand étonnement, Xiaoyu ne fait que lui donner un coup de pied à la tête et vérifie qu'il va bien, puis elle lui fait la tête par simple colère mesquine.
Voyant cela, Xu promet de se racheter auprès d'elle en l'invitant à un délicieux dîner de soupe de canard le lendemain et presque instantanément, le froncement de sourcils de Xia Yu disparaît. Une fois cela réglé, Shu et sa petite sœur retournent à leur maison. Mais quand ils arrivent, Shu verrouille toutes les ouvertures et demande à Xiao Yu d'invoquer son serviteur zombie. Après qu'elle l'ait invoqué, il conjure alors deux petites perles, l'une noire et l'autre plus brillante, dit à Xiao Yu qu'elles sont de la nourriture pour son serviteur zombie, puis révèle qu'il les a fabriquées à partir des énergies absorbées des zombies et de l'esprit du chef espion, Zhao. Cependant, au moment où il force l'orbe noire dans la gorge du zombie, le serviteur devient un peu violent et pousse un cri inoffensif, après quoi Xiao le dissipe. Suite à cela, Shu donne à sa petite sœur deux des fruits en forme de pomme qu'il a ramenés de la ruine. Mais pendant qu'elle les mange, le Tamiya saute de l'épaule de Shu et se jette sur Xiao Yu pour avoir mangé son fruit. Intrigué par sa mignonnerie, Xiao Yu caresse les joues duveteuses du Tamiya, le nomme Shu et le force à se soumettre en le soudoyant avec une chips. Environ une heure plus tard, Shu se retire dans sa chambre et envoie son âme dans la dimension alternative à l'intérieur du sceau montagne et rivière pour l'explorer. Quand Shu trouve son âme flottant au-dessus de toute sa ville, il réalise que le sceau est un objet divin qui peut observer la Terre et retourne à son corps réel après avoir analysé une partie de l'aura spirituelle également présente dans l'air. Peu après, il remarque un vide dans la section inférieure du sceau qui s'avère être comme un espace de stockage interdimensionnel et y envoie son âme pour continuer à l'explorer. Quelques minutes après son arrivée, il trouve deux grandes portes et les ouvre un peu seulement pour jeter un coup d'œil à l'intérieur et trouver le même château que celui qu'il avait trouvé dans la ruine avant qu'elle ne disparaisse, stationné là. Cependant, alors qu'il réfléchit à son prochain mouvement, Xiao Yu le ramène à son corps réel, inquiète qu'il ait pu encore avoir des ennuis. Après l'avoir assuré qu'il allait bien, Shu promet d'acheter de nouveaux appareils pour leur maison, puis affirme qu'ils voyageront bientôt partout dans le monde. Ailleurs, Ting et Shi se rencontrent pour discuter des conséquences de leur récente expédition. Après avoir échoué à acquérir l'œil de la formation pour le réseau, elle soupçonne qu'il a été volé soit par le général zombie, soit par Zhao. En entendant cela, Ting lui dit qu'il a déjà envoyé des gens chercher l'espion dans la ville, donc il n'y a rien à craindre. Poursuivant, le duo discute de Shu et Sio, leur nouveau prodige, et anticipe également le changement qui se produira une fois que la prochaine ruine apparaîtra sur Terre. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Que pensez-vous qu'il arrive ensuite à Shu? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et si vous voulez plus de résumés d'animes comme ceci, regardez plutôt cette vidéo.